Avec sa terrasse panoramique, cette résidence senior a tapé dans l'œil de Yannick et Florie. À seulement 10 minutes à pied du centre-ville thionvillois, elle abrite 101 logements locatifs, du studio aux 3 pièces, un cadre de vie adapté et sécurisé pour leur père qui, à 73 ans, ne pouvait plus vivre seul chez lui. On est tous dans le coin, on a grandi pas loin, donc on a tout près et lui il sera pas loin de nous et puis c'est quand même c'est bien encadré. Et puis qui reste autonome s'il veut sortir, se balader, aller son kebab du soir. Voilà, c'est une bonne transition, c'est vrai. Il a tout à proximité, son cardiologue. Rassurés par le dispositif de téléalarme qui équipe les résidents, les familles retrouvent un peu de quiétude. C'est une très bonne transition pour lui, je pense, et pour nous. Ah oui, voilà. Pour nous aussi. Voilà. Et pour son chien, parce qu'il va garder son chien avec lui. Pour 1 200 € par mois, le patriarche résidera dans un T2 de 45 mètres carrés, agencé pour répondre à ses besoins présents et futurs. Donc là, on est dans le séjour et la cuisine. On a un petit cellier sur la partie à l'entrée, un grand placard à l'entrée et une chambre individuelle normale de taille classique avec la salle de bain. Salle de bain qui est tout équipée, qui est donc douche à l'italienne pour préserver toujours l'autonomie des personnes. Proposés meublés ou vides, les appartements disposent tous d'un balcon, mais l'ADN des jardins d'Arcadie réside dans ces espaces communs. Atrium, bars et restaurants permettent à ceux qui le souhaitent de sociabiliser. Moi, je trouve que c'est un bon compromis justement entre l'EHPAD et une totale autonomie chez soi. Des personnes vieillissantes qui, des fois, ont quand même besoin d'un soutien, d'une surveillance, mais qui n'ont pas de soins médicaux à avoir énormes ou quoi que ce soit. Ça permet une bonne transition. Pratique et fonctionnel, cet habitat senior propose une palette de services et d'animations pour permettre aux retraités de profiter un maximum de la vie. Les résidents peuvent même y accueillir leurs proches pour de courts séjours. Alors moi je dirais que c'est du blanc. Alors on peut regarder ? Oui, allez-y. Yes. Différencier un vin blanc d'un vin rouge, les yeux bandés, en étudiant sa texture, son odeur et ses arômes, cet exercice n'a plus de secret pour cette amatrice de vin. J'aime le vin, et j'aime bien les vignes, et j'aime bien toute l'histoire des vignerons, et donc c'est un intérêt aussi qui n'est pas juste boire la bouteille. Pour faire son bonheur et celui des zénophiles, 20 vignerons ont fait le déplacement d'Alsace, de Provence, de Bourgogne et même de Moselle pour proposer une centaine de crus. Du rouge au blanc, en passant par le rosé, il y en a pour tous les prix et tous les goûts. C'est essentiellement des vignerons des plus beaux villages de France. Donc ça, c'est le premier critère très important. Et en plus, nous avons décidé d'inviter 4 Mosellans, 4 viticulteurs du territoire qui se trouvent aujourd'hui parmi nous. Si certains sirotent quelques verres avec modération, d'autres en profitent pour approvisionner leur cave. On est venu racheter du vin qu'on connaissait déjà. Et voilà, et puis découvrir éventuellement de nouvelles choses. Je viens essentiellement chercher du vin rouge, parce que je suis alsacien, donc je connais les vins de Moselle, les vins d'Alsace, et je cherche essentiellement des vins rouges tanniques, avec des cépages particuliers. À l'occasion de cette 23e édition, le marché aux vins des plus beaux villages de France a mis les petits plats dans les grands, en proposant une kyrielle d'activités, dégustation à l'aveugle, ouverture d'une bouteille sans tire-bouchon, et marché du terroir, un moyen d'attirer de nouveaux publics et faire le bonheur de ce vigneron certifié AOC Moselle, expert en vin blanc et habitué du salon. Le salon ouvre sur une clientèle très différente de ce qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelques personnes du coin qu'on ne trouve pas par chez nous parce que nous on est du côté de Metz. Mais en plus de ça, ça va faire venir des personnes qui viennent soit d'Allemagne, soit du Luxembourg. Et ça, en règle générale, on ne les côtoie pas. Au total, plus de 950 visiteurs se sont promenés dans les allées du marché. C'est 20% de moins que les années précédentes. Le temps d'un week-end, Eric a déménagé son atelier sous les yeux du public. L'artiste s'apprête à teindre ses pièces de bronze en les badigeonnant d'acide et en les chauffant à haute température. Cette technique se nomme la patine. La patine du bronze permet de vieillir prématurément le bronze. Parce que si je le laisse comme ça met plusieurs années avant d'avoir le vert de gris, comme les monuments de Paris. Donc, une fois que la pièce est froide, je la peins tout simplement. Enfin, je passe l'éosine par-dessus, sur le verre,
Une fois que ces pièces ont pris leur couleur, Eric vient les placer sur l'une de ses œuvres, commandée par une collectivité locale. Au-delà du sculpteur, les visiteurs ont pu admirer le travail de restaurateurs d'art ou encore de céramistes. Régine exerce son activité en Moselle Sud depuis près d'1 an. C'est la première fois qu'elle fait face à autant de spectateurs. C'est un vrai partage, parce que pour moi c'est une vocation de travailler la terre, une de mes vocations. Et travailler la terre, ça rend humble. Alors, le fait d'être entouré, voilà, je partage également ceci. Entre les mains de Régine, ce bol en argile prend forme en quelques minutes. Ce travail de la terre a fasciné Sandrine et Rodrigue, venus des Vosges, pour admirer le spectacle. J'aime beaucoup tout le travail de la matière, alors que sur la poterie, le verre, la céramique. Quand on les voit faire, quoi, ça c'est formidable. Hein. C'est formidable, ça donne envie de faire pareil. Hein. Les ateliers auxquels j'ai pu assister m'ont déjà vraiment intéressé. C'est important de voir l'artisanat local. Cet événement a également pour but de transmettre l'histoire du travail de la terre et du verre sur le territoire de Sarrebourg. Il abritait autrefois de nombreuses cristalleries et faïenceries, dont celle de Niederwiller. Le site datant du XVIIIe siècle a été dernièrement rénové. Bientôt la fabrication de faïences devrait reprendre dans ces lieux, mais d'autres projets sont en cours. Nous avons aussi postulé pour racheter le site de Valeristal, berceau du cristal de notre territoire. Et nous aurons aussi l'occasion de faire revivre cette activité autour toujours des arts du feu. Tout au long du week-end, des artistes ont reconstitué le four de la faïencerie avec de l'argile et des bouteilles, un véritable spectacle de chaleur et de lumière, symbole du savoir-faire local qui n'est pas près de s'éteindre. Animal emblématique du réchauffement climatique, l'ours polaire est de retour aux eaux d'Amnéville. Avec Henk et Akiak, 2 ambassadeurs de poids, le parc zoologique veut frapper les esprits. C'est un animal mythique. Détenir ce genre d'espèce en parc zoologique, c'est la possibilité pour nous de communiquer au public par le biais d'informations qui leur sont données verbalement lors de nourrissage commenté, mais également au moyen des panneaux que l'équipe pédagogique prépare. Pour sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité, le zoo mise sur la proximité. Devenue immersive, sa mini-ferme se transforme en promenade aussi ludique qu'instructive. Les familles pourront déambuler dans la ferme en même temps et au contact avec les espèces qui s'y trouvent. C'est l'occasion aussi pour nous, si on revient sur notre aspect pédagogique, d'expliquer la domestication, ce que c'est, pourquoi, depuis combien de temps et comment ça se passe. Donc là, on est sur un espace qui est évidemment un espace qui risque quand même de devenir le spot pour les familles et les tout-petits. Lieu d'émerveillement, le zoo d'Amnéville constitue surtout un réservoir génétique d'espèces menacées. Et avec 40 soigneurs à leur chevet, les 2000 animaux du parc semblent s'y plaire, tant les naissances rares n'y sont pas. On a eu des bébés rhinocéros, on a eu des bébés lions, on a eu des bébés orang-outans. Bien évidemment, les soins qui sont apportés aux animaux sont déjà une première étape très importante pour réussir de la reproduction. Donc si nos animaux se reproduisent et qu'ils sont bien ici, eh bien c'est que déjà tous ces critères sont remplis. Avec 3 naissances de rhinocéros blancs ces 5 derniers mois, la faune amnévilloise se porte bien et 50 000 visiteurs l'ont déjà constaté depuis le début de l'année. Donc là on est sur la remplisseuse dans sa globalité qui est composée de plusieurs sous-stations. On va voir une première partie dans laquelle on va venir souffler et aspirer les pots pour enlever les poussières ou les éventuels débris qui pourraient s'y trouver. Et ensuite on passe sur la station de remplissage dans laquelle on va venir du coup remplir les pots propres avec le jus souhaité par le client. Installée à l'été 2021, c'est la petite dernière de l'usine. Soins pour cheveux, pour visage ou pour barbe, en moyenne, cette nouvelle ligne de conditionnement sort 80 pots à la minute. Un deuxième poumon de production devenu indispensable pour répondre notamment aux exigences des clients. Des installations qui atteignent leurs limites à l'heure actuelle, donc un nouvel achat pour permettre de déstresser toute l'usine et se donner une capacité supplémentaire de production, effectivement. Oui. Autre gros investissement, une immense cuve de 10 tonnes dans la salle de fabrication. En tout, 3 millions d'euros ont été déboursés. Conséquence, en 5 ans, l'usine a quasi doublé sa production, passant de 55 millions d'unités en 2007 à presque 100 aujourd'hui. S'en est suivi logiquement de nombreuses embauches.
On était à peu près 175, on est passé à 225 personnes. Recrutement qui va se pérenniser en 2022 dans tous les services et pour tout corps de métier. On recherche tout type de profil, que ce soit des personnes qui sortent de l'école ou des personnes qui sont à 2 ans de la retraite, des hommes, des femmes. On est assez fiers de pouvoir dire qu'on a un index de parité qui est à 97%. Au niveau mondial, le marché de la cosmétique croît de presque 4% par an en moyenne. Parallèlement, sa dimension environnementale prend également de l'ampleur. Alors ici, on y met un accent particulier avec des emballages 100% recyclables et quelques formules véganes. On n'est pas, par exemple, certifié CO2 neutral, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'empreinte carbone aujourd'hui par des compensations, et donc on continue à travailler sur notre empreinte carbone de manière générale sur le site. Et donc la politique d'investissement, effectivement, vise à la fois des projets d'accroissement d'activité sur la capacité ou la capacité, mais aussi sur l'environnement ou les conditions de travail. Justement, une enveloppe de 600 000 € est consacrée à l'extension de vestiaires des personnels, la conséquence du nombre toujours plus élevé de collaborateurs. À gauche Julien, embauché il y a 6 mois, à droite Jean-Patrick, 21 ans de carrière chez ArcelorMittal. Aujourd'hui, ce dernier est chargé de surveiller et d'améliorer l'alimentation électrique de l'usine à froid du site. Il occupe ce poste depuis 2 ans, après une belle évolution au sein de l'entreprise. J'ai commencé en tant que dépanneur, après en tant que fiabilisateur, travaux neufs, et préparateur et gestion technique de travaux. On évolue en fonction de nos envies, des besoins aussi d'Arcelor, et toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Des opportunités que pourrait bien saisir Julien. À 23 ans, il est réparateur mécanique dans la même usine. Ici, on fabrique des bobines d'acier destinées à l'industrie automobile, notamment grâce à ces machines. Julien est chargé de les réparer si besoin. J'ai un téléphone portable pour cette ligne, on va m'appeler, je vais intervenir et l'objectif c'est que la ligne s'arrête le moins de temps possible et qu'on dépanne le plus vite, tout en sécurité, pour qu'elle puisse redémarrer et ainsi de produire. Le jeune réparateur a signé son CDI en septembre, mais avant cela, il a effectué toute son alternance dans l'entreprise, de la terminale jusqu'à la licence. C'était quelque chose vraiment d'enrichissant pour moi, donc scolairement j'ai eu beaucoup de théorie et ensuite je pouvais expliquer toute ma théorie en pratique sur le terrain, donc en entreprise chez Arcelor. On m'a toujours suivi, on m'a expliqué le travail, j'avais toujours quelqu'un qui venait avec moi lorsque j'allais dépanner, c'était vraiment un suivi optimal. Que ce soit à la maintenance, en production ou dans les autres filières, le site de Florange dispose de 60 postes d'alternants et de 200 CDI à pourvoir. Cet objectif de recrutement a plus que doublé par rapport aux dernières années. Le groupe veut avant tout préparer son avenir. On a un projet déjà fort de décarbonation. On vise une diminution de 40% de nos gaz CO2 d'ici 2030. On a aussi lancé un projet ambitieux de digitalisation à tous les niveaux de l'entreprise. Les recruteurs d'ArcelorMittal comptent prochainement sillonner tous les forums et les salons de l'emploi. L'objectif est de trouver les perles rares qui permettront à l'entreprise de relever les défis de demain. Louis part pour une nouvelle livraison. Il a rendez-vous chez Jean-Michel qui a souhaité faire l'appoint de fioul en attendant les beaux jours. Mais au vu des prix actuels, il ne remplit qu'un quart de sa cuve. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai pris que 500 litres. C'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je prenais ou 1000 ou 1500. J'ai quand même une cuve de 2000. Les 500 litres là, j'ai fait un bref calcul. Par rapport à la dernière livraison que j'avais eue fin décembre, 500 litres là me font une plus-value de 225 €. Et pour cause, le prix du litre était à près de 97 centimes au mois de décembre, contre 1,40 € aujourd'hui. Cette forte augmentation s'est déclenchée dès le début de la guerre. Le litre de fioul a même coûté jusqu'à près de 2 € au début du mois de mars. Un dérèglement du marché qui a provoqué une vague de commandes. La première quinzaine de mars, ça a explosé. Les gens ont un peu psychoté avec le conflit en Ukraine. Ils se sont dépêchés de commander et d'avoir leur litre de fioul si précieux. Même si les prix sont à la baisse actuellement, Louis et les 4 chauffeurs de ce distributeur ont des journées beaucoup moins remplies. L'État a promis une réduction de 18 centimes sur les carburants. On a même eu des clients qui ont annulé leurs commandes pour attendre le 1er avril. Et du coup, à notre surprise, donc ça ne varie pas sur le fioul, mais que sur le gasoil, les essences et le gasoil non routier.
Pour continuer à attirer des clients malgré tout, les entreprises du secteur sont obligées de se serrer la ceinture. Chez ce revendeur par exemple, pour 1000 litres vendus, ce dernier ne réalise que 20 € de bénéfice. Malgré la pluie et le vent, les 120 jeunes de l'AFPA Grand Est n'hésitent pas à retrousser leurs manches. Au programme de la journée, des ateliers sportifs et ludiques pour encourager l'esprit de compétition, mais aussi favoriser le contact. Car ces jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont un point commun, ils sont tous en réinsertion sociale et professionnelle. Alors passer du temps ensemble réchauffe les cœurs. Bah ouais, ça permet de ne pas se sentir vraiment seul. Parce que quand on est de l'AFPA, ça veut dire qu'on a un décrochage scolaire, enfin une rupture. Je crois que j'étais un peu le seul, mais en fin de compte, non, on est plein quoi. Enfin, la preuve. Ça apporte aussi un peu tout ce qui est esprit d'équipe, et puis quand on connaît pas aussi, vu qu'on se mélange un peu, bah du coup ça fait du bien. Nous, on est vraiment bien dans le groupe, on intègre tout le monde, on rigole bien, et puis quand on travaille quoi. Au-delà des moments de convivialité, le but de cette journée est évidemment de sortir de sa zone de confort et d'emmener son équipe vers la victoire. Endurance, adresse, coopération, les ateliers ont été pensés pour encourager l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Surtout ce que ça va leur apprendre, c'est un peu d'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture sur les autres équipes, les autres jeunes qui viennent des autres centres. On a travaillé aussi la mobilité, ça leur permet d'aller voir d'autres régions, une autre région, ne serait-ce qu'avec le transport pour venir ici. Et puis, je pense que ça va leur servir pour, au niveau de leur parcours, pour qu'ils puissent ancrer vraiment certaines valeurs, certaines qualités par ce sport, par cette rencontre. À l'issue de cette compétition conviviale et sportive, les jeunes ont été récompensés pour leurs efforts, qu'ils soient sur le podium ou non, grâce à des prix comme celui du fair play ou des lots de consolation pour les moins bonnes performances. Des yeux masqués, un bouclier étoilé aux couleurs du drapeau ukrainien dans la main, voici le Captain Ukraine, un super lapin chocolaté. Conçu dans l'atelier de la pâtisserie La Polonaise Balmas, cette création unique a été imaginée il y a à peine 2 mois. Je pensais faire une vitrine dédiée à l'Ukraine pour marquer mon soutien au peuple ukrainien. Mais je ne savais pas exactement sous quelle forme. Et puis, en moulant le lapin, l'idée m'est venue de le transformer en sorte de super-héros. De fil en aiguille, des gens m'ont dit, mais mets-le aux enchères, propose à une association de reverser les dons, etc. Je trouvais l'idée super. Maintenant, je suis en attente des réponses de la mairie de Metz pour savoir comment on va organiser les enchères, sous quelle forme, etc. Pour confectionner ce super lapin, les chocolatiers ont façonné l'animal pendant plus de 4 heures. Première étape, dessiner ses contours à l'aide d'un moule. Mais une couche assez fine de chocolat au fond, histoire de bien faire les détails, etc. Une fois que ça c'est fait, on le passe en fait à l'intérieur, comme ceci. Et après, on enlève le surplus. Puis, les coques ont été placées dans une cellule de refroidissement, le temps que le chocolat se fige. Les 2 parties moulées ont été soudées ensemble. L'animal a ensuite enfilé son plus beau costume en pâte d'amande. Un travail minutieux pour ces chocolatiers qui n'ont pas l'habitude d'exécuter une pièce au-dessus de 40 cm, loin des traditionnelles créations de Pâques qui mesurent une vingtaine de centimètres. La difficulté, c'est de faire le tout, assembler les pièces sans le casser, faire le moulage de sorte à ce que le chocolat soit bien homogène partout, pas qu'il y ait une partie qui est figée avant l'autre. Et sur des grandes pièces comme ça peut être assez compliqué si on travaille pas assez vite, quoi. Ce chef-d'œuvre gourmand sera mis aux enchères d'ici quelques jours. L'intégralité de la vente sera reversée à l'association Échange Lorraine-Ukraine. Une bière et des baskets aux couleurs jaune et bleu, chacun dans leur spécialité. Ces Mosellans ont voulu soutenir la cause ukrainienne. Brice a passé des heures à confectionner cette paire dans son salon. Si on les combine, on a un petit peu comme une toile qui rappelle le tournesol qui va déborder, qui symbolise bien l'Ukraine et les différentes couleurs, avec, en partant du foncé vers le bleu ciel pour symboliser un peu une montée vers l'espoir. Pour le moment bien gardées sous cette protection, ces baskets seront peut-être bientôt à vos pieds. Le 1er avril, une cagnotte a été lancée en ligne. Dans 2 mois, un tirage au sort entre les participants dévoilera le grand gagnant. L'argent récolté sera reversé à la cause ukrainienne via le secours populaire. On pense toujours qu'on ne peut pas aider parce qu'on a un petit niveau, mais je pense que c'est des tout petits riens qui forment un grand tout et c'est hyper important quand on peut essayer de faire quelque chose, de le faire même si c'est à petite échelle. À 80 km de là, même ambition, mais dans un style différent.
Avec l'aide de son associé, Jean-Aimé s'est lancé dès le premier jour de conflit dans la fabrication d'une bière solidaire. On s'est regardé, on a dit on est obligé de faire quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés, il y a des drames humains qui vont se nouer et il faut anticiper. Il faut savoir qu'on avait fait la bière des blouses blanches pendant le premier confinement, qui nous a valu la médaille du Parlement. Nous on est très engagés et on a envie de contribuer, d'avoir un impact sur la société. On ne fait pas juste de la bière, on est un acteur du territoire. Et il faut montrer cette différence, et cette différence ça passe par faire quelque chose qui a du sens, un apéro solidaire. Pour chaque bouteille achetée, 50 centimes ou 1 euro en fonction du format sont reversés à la Croix-Rouge française. À l'heure actuelle, plus de 1000 de ces bières blondes ont été vendues un peu partout en France et en Allemagne. Prochain objectif, s'étendre sur le marché anglais, symbole que la solidarité n'a pas de frontières. Un appel à l'apaisement. C'est dans ce but que la commission médicale d'établissement du CHR Metz-Thionville a tenu une conférence de presse. Si les représentants des soignants comprennent les mois au sein des effectifs, ils regrettent le tollé qui a suivi les propos de Marie-Odile Saillard. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'hôpital a souffrait déjà avant le Covid, a souffert beaucoup pendant le Covid, comme dans d'autres structures, mais l'hôpital plus particulièrement, l'hôpital public. Et effectivement, c'est peut-être symptomatologique d'une souffrance globale. Je pense que les réseaux sociaux ont véhiculé un mal-être et que finalement tout le monde a rebondi sur une situation nationale, je dirais, plutôt qu'une situation locale. La CME s'accorde à dire que la crise sanitaire a davantage dégradé les conditions de travail, mais elle refuse l'idée que la directrice du CHR en porte seule la responsabilité. Je refuse cette idée de dire que la santé ou les hôpitaux vont mal, et dans ce cas, on prend une personne pour dire « vous êtes responsable ». D'autant que moi aussi, je suis responsable. Je suis responsable dans cet hôpital, parce que ça fait 20 et quelques années que je suis dedans. Je suis aussi responsable que les administratifs. Donc ma tête à couper, je la mettrai, il n'y a aucun problème. Je refuse qu'on mette une seule personne, alors que nous sommes tous, président de CME, vice-président de CME, des chefs de service, des chefs de pôle, des chirurgiens, des médecins. C'est là. Ça veut dire que notre responsabilité, elle est collective dans cet hôpital. Désormais, les 44 élus de la commission souhaitent avancer et tourner définitivement la page de ce qu'ils qualifient d'événements médiatiques. Le CHR est un établissement qui soigne une partie de la population de Moselle. Nous voulons présenter un côté positif, les projets, le travail collaboratif et tout le bien de cet établissement et l'engagement de tous. Donc nous voulons que soit retenu le côté positif de cet établissement et pas que du buzz médiatique. Dans cette salle, les esprits sont déjà tournés vers l'avenir et notamment le projet d'universitarisation. Objectif, fédérer les 6000 agents du CHR pour améliorer la prise en charge des patients. C'est l'un des plus grands scénaristes de la bande dessinée, René Goscinny. Pour comprendre comment il a révolutionné le monde de la BD à partir des années 50, le château de Malbrouck lui consacre une exposition. René Goscinny, scénariste, quel métier? Dans cette salle du château, l'exposition dévoile ses talents d'écriture, avec un réel sens du gag et des mots. C'est la fabrique de la langue goscinnienne. Il y a une partie de l'exposition qu'on consacre spécifiquement à cet aspect de son œuvre, c'est-à-dire comment, à travers des figures de style, des formules un peu récurrentes, il crée une langue en fait qui est immédiatement reconnaissable, outre bien sûr les expressions là aussi que tout le monde connaît qui sont passées dans le langage courant, comme ils sont fous ces Romains, le ciel va nous tomber sur la tête, ou je veux être calife, évidemment la place du calife. Au total, plus de 150 documents sont exposés, des planches d'Astérix, des notes du petit Nicolas, des scénarios originaux de Lucky Luke et Disney Good, et même des œuvres inédites venues des archives de l'Institut René Goscinny. Une exposition riche, un honneur pour la fille du scénariste. C'est plus qu'une fierté, c'est une double fierté. D'abord parce que quand on honore mon père, je suis toujours immensément heureuse et puis fière bien sûr. Et l'angle de cette exposition concerne surtout son métier de scénariste et surtout le combat qu'il a mené toute sa vie durant, sa courte vie, à la reconnaissance du métier de scénariste. Il faut quand même savoir qu'avant lui, le nom du scénariste n'apparaissait pas sur les albums. Il s'est battu pour ça. Avec cette exposition, en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le château de Malbrouck confirme sa volonté de promouvoir le 9e art et de devenir un haut lieu de la vie culturelle. Je crois que cette exposition aura ce rôle pédagogique. On l'a vu sur l'exposition Astérix, c'est plus de 70 000 visiteurs qui sont venus, dont 21 000 étrangers venant du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, voire au-delà.
Donc ça donne également une dimension d'attractivité, c'est un concours à faire connaître la Moselle, ce château de Malbrouck, et cela promeut le tourisme mosellan. L'exposition René Cossini, scénariste quel métier, est à découvrir dans le cadre exceptionnel du château de Malbrouck jusqu'au 13 novembre.